C'est la plus petite économie, le partenaire junior, le pays qui envoie les 3/4 de ses exportations vers le sud, à travers une seule frontière. Lorsque le président Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 35%, tout le monde pensait que le Canada allait accourir. Au lieu de cela, le Canada a changé de cap, vendant du pétrole à la Chine, de l'or au Royaume-Uni, concluant des accords avec des nations que les États-Unis remarquaient à peine. Alors, le Canada a-t-il vraiment besoin des États-Unis ? Chaque jour, les États-Unis et le Canada échangent des milliards de dollars de marchandises. 3,6 milliards de dollars pour être précis. Ce sont des millions d'emplois qui sont en jeu. Près de 76% des exportations canadiennes traversent la frontière. En d'autres termes, la plupart des exportateurs canadiens n'aiment pas seulement le marché américain. Ils en dépendent. Une grande partie du commerce entre les États-Unis et le Canada reste sans droit de douane. Le désaccord ne porte pas sur la poursuite des échanges, mais sur la part réellement protégée de ce commerce. Cette protection provient de l'ACEUM, l'accord commercial qui relie le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais tous les produits n'y sont pas admissibles. Certains biens passent entre les mailles du filet. Il existe aussi des exceptions stratégiques, comme les minéraux critiques et l'énergie, soumis à des droits de douane réduits, à 10%. Pourquoi ? Car pour les ressources essentielles à l'industrie américaine, les États-Unis dépendent peut-être plus du Canada qu'ils ne l'admettent. Mais face à la menace des droits de douane, le Canada a réagi sans attendre. Il a agi rapidement pour diversifier son commerce. À la fin de 2024, près de 76% des exportations du Canada étaient destinées aux États-Unis. En janvier 2026, ce chiffre était tombé à moins de 68%. Alors, où est passé tout ce commerce ? Et pourquoi est-ce important ? Les exportations vers des pays autres que les États-Unis ont bondi de 15,6%, un record historique. Le Canada a dit aux États-Unis « Merci, mais nous avons d'autres alliés. Ce n'est pas qu'une question de droit de douane. Les États-Unis risquent aussi de perdre le pétrole canadien. » Le Canada est l'un des plus grands détenteurs mondiaux de réserves prouvées de pétrole brut, représentant près de 10% de l'approvisionnement mondial total. Seuls le Venezuela et l'Arabie Saoudite possèdent une part plus importante. Les États-Unis ont certes des réserves, mais elles sont minimes face à celles du Canada. Et avec une population plus de 8 fois supérieure, la demande dépasse largement l'offre nationale. Mais il y a un problème encore plus important. Les raffineries américaines ne sont pas adaptées au brut américain. Tous les pétroles ne sont pas identiques. Une grande partie de la production américaine ne peut être traitée car leurs raffineries ne sont pas adaptées. Dans les années 1970, il est devenu plus difficile de trouver du pétrole brut léger dans le monde. Les raffineries américaines ont donc beaucoup investi dans des équipements pour traiter un pétrole brut plus lourd et plus sale. Ce n'était pas une question de préférence, mais de disponibilité sur le marché mondial, et de ce qui permettait aux raffineries américaines de tourner à plein régime. Puis, en 2005, est arrivée la révolution du schiste. Une nouvelle technologie qui a permis d'extraire du pétrole léger a tout changé. Mais les raffineries américaines étaient conçues pour le pétrole lourd. Soudainement, tout ce nouveau pétrole léger n'était pas aussi utile qu'on pourrait le croire. Alors les États-Unis ont fait un choix, exporter leur nouveau pétrole léger à l'étranger, et continuer à raffiner du pétrole lourd, dont une grande partie est importée du Canada. Reconstruire tout le système de raffinage américain pour traiter le pétrole léger serait extrêmement coûteux, et prendrait beaucoup de temps. Les États-Unis ne pouvaient pas se permettre cela s'ils voulaient maintenir leur approvisionnement en carburant. Si le Canada exporte ailleurs, ils sont en difficulté. Il ne lui reste que deux options. Importer auprès de grands producteurs de pétrole lourd comme la Russie et le Venezuela, ce qui était jusqu'à récemment politiquement impossible, ou bien demander aux compagnies pétrolières de dépenser une somme astronomique pour modifier l'ensemble de leur système de raffinage. Même si cet investissement était possible, un autre problème persiste. Les raffineurs américains ne veulent pas le faire. Comme l'a découvert Reuters, les raffineurs américains font déjà face à une baisse de la demande à cause des véhicules électriques et de la concurrence internationale. Personne ne veut dépenser des milliards de dollars face à des menaces et actions politiques susceptibles d'évoluer en un an. Les experts estiment que la production pétrolière américaine atteindra un plateau d'ici la fin des années 2020, ce qui ne motive pas les raffineries à faire ce type d'investissement coûteux à long terme. C'est peut-être pour cette raison qu'encore aujourd'hui, le Canada est le premier fournisseur étranger d'énergie aux États-Unis, représentant environ 60% des importations américaines de pétrole chaque année. Couper cette source d'énergie serait désastreux pour les États-Unis à court terme. En matière d'énergie, la vérité est claire. Les États-Unis ont bien plus besoin du Canada que le Canada n'a besoin des États-Unis. La population américaine dépend largement du Canada pour son énergie.
En janvier 2026, alors que le Canada s'apprêtait à conclure un accord commercial avec la Chine, le président Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les importations canadiennes. En réalité, cette décision s'est retournée contre lui. Elle n'a fait qu'accélérer la volonté du Canada de réduire sa dépendance envers les États-Unis. Bien sûr, il existe des difficultés pratiques à cela. Ouvrir de nouveaux marchés d'exportation prend du temps. Expédier des marchandises à l'autre bout du monde, ce n'est pas comme les envoyer juste à côté. C'est plus lent, plus cher et il y a bien plus de paperasse. Mais qu'ont les États-Unis à perdre dans cette affaire ? Le Canada est le 5e plus grand producteur de gaz naturel et le 4e plus grand exportateur. Cela signifie qu'au moment où il redirige ses exportations, les États-Unis en ressentent l'impact en quelques semaines. Il a une influence sur les marchés mondiaux de l'énergie que peu de pays peuvent égaler. C'est aussi le 4e plus grand producteur d'or, ce qui le place en position de profiter énormément, alors que les prix atteignent des niveaux records. En janvier, 2026 l'or a grimpé en flèche, les analystes prévoyant qu'il dépassera les 3000 $ l'once d'ici la fin de l'année. Certes, les États-Unis occupent la 5e place, mais tous les pays lassés des guerres commerciales américaines savent exactement vers qui se tourner. Même après l'entrée en vigueur des droits de douane américains, les exportations canadiennes ont augmenté de 2,1% principalement, grâce à la demande d'or, d'argent et de platine. Mais il n'y a pas que l'or. Le Canada possède un véritable trésor. Potasse pour l'agriculture, uranium pour l'énergie, platine, nickel, cobalt, lithium pour l'industrie. En résumé, tout ce dont dépendent votre téléphone, ordinateur portable et voiture électrique. Tous les pays souhaitant rester compétitifs observent actuellement le Canada. Les États-Unis agissent comme si leur économie pouvait tout supporter, mais de nombreux États ne prospéreraient pas sans le commerce canadien. Au total, 34 États américains ont le Canada comme premier marché d'exportation, en particulier ceux axés sur l'agriculture. Le Canada et le Mexique représentent à eux seuls 40% du marché des exportations de produits laitiers. Début 2025, les importations canadiennes en provenance des États-Unis ont chuté, diminuant de près de 3 milliards de $. Les secteurs les plus durement touchés, l'automobile, l'acier et l'aluminium, l'électronique et même les produits agricoles. Les agriculteurs américains n'étaient pas contents, mais les agriculteurs canadiens pourraient l'être. Vous vous souvenez de l'accord commercial Canada-Chine ? Eh bien, les deux pays sont parvenus à un accord. La Chine a réduit les droits de douane sur les produits agricoles canadiens, y compris les graines de canola, passant d'environ 85% cumulés à 15%. En échange, le Canada ouvrira son marché aux véhicules électriques chinois, et les deux pays vont coopérer et co-investir dans les nouvelles technologies et l'énergie verte. Le Premier ministre Mark Carney prévoit que la baisse des droits de douane augmentera les commandes à l'exportation des entreprises canadiennes de 3 milliards de $. Carney a également fixé un objectif d'augmenter les exportations canadiennes vers la Chine de 50% d'ici 2030. Mais tout cela n'aborde même pas un problème beaucoup plus existentiel qui surviendrait si les États-Unis et le Canada rompèrent leurs liens, leur défense mutuelle. Si vous êtes toujours là, c'est que je dois faire quelque chose de bien. Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir comment le monde fonctionne vraiment. Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière non militarisée du monde, plus de 8800 km. Cela n'avait jamais posé problème auparavant. La proximité entre les États-Unis et le Canada faisait que nul ne s'inquiétait des clôtures ou des patrouilles autour des grands lacs. Selon un récent sondage réalisé par Ledger, près d'un tiers des Canadiens pensent que les États-Unis tenteront de les envahir. Soudainement, cette frontière non sécurisée commence à sembler un peu inquiétante. Installer des patrouilles, à travers des kilomètres de forêts denses et de lacs sans fin, ce ne serait pas facile. Mais le Canada serait-il isolé sans la protection des États-Unis ? Pas vraiment. Le Canada n'est pas seul. Il fait partie de l'OTAN. Tout conflit ne serait pas simplement bilatéral. Il aurait des répercussions plus larges. Il y a 32 pays dans l'OTAN, y compris les États-Unis. Mais les États-Unis représentent environ les 2/3 des dépenses totales de défense de l'Alliance. Leur budget militaire dépasse de loin celui de tous les autres. Cela dit, l'écart se réduit lentement. Depuis 2020, les dépenses de défense des États-Unis en pourcentage de leur économie ont légèrement diminué, passant de 3,6% à 3,2%. Pendant ce temps, le reste de l'OTAN est passé de 1,7% à 2,3%. D'ici 2035, le Canada souhaite dépenser 150 milliards de $ par an pour la défense. Pourrait-il vraiment se défendre sans les États-Unis ? C'est la question que tout le monde se pose. Près de la moitié de toutes les dépenses militaires mondiales provient d'un seul pays. En 2026,
Le budget militaire des États-Unis s'élève à environ 900 milliards de dollars. C'est un chiffre terrifiant pour tout pays qui pourrait se retrouver du mauvais côté d'une superpuissance. Et le Canada a cette superpuissance juste à sa porte. Le Canada préférerait évidemment avoir cette puissance de feu de son côté. Mais il est difficile d'imaginer que le public américain soutienne une guerre contre son propre voisin du Nord de sitôt. Un sondage réalisé par une société de recherche a révélé que 66% des Américains préféreraient que le Canada reste indépendant. Aucun camp ne veut savoir ce qui arriverait si l'autre cessait de répondre au téléphone. Les guerres commerciales, les différends énergétiques, les démonstrations de force militaire, tout cela compte, mais ce n'est que la surface. Il y a un facteur qui place les États-Unis dans une position qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Un facteur qui rend le Canada indispensable d'une manière à laquelle personne n'aurait pensé. NORAD. Son objectif est de prévenir les attaques aériennes contre l'Amérique du Nord, de protéger les espaces aériens souverains des États-Unis et du Canada, et de fournir des alertes aérospatiales et maritimes pour l'Amérique du Nord. Avec les États-Unis qui ne sont pas vraiment en train de se faire des amis ou d'influencer les autres ces derniers temps, et la Chine qui renforce discrètement son armée, le besoin de NORAD n'a jamais été aussi grand depuis la fin de la guerre froide. Et où en a-t-on le plus besoin ? Dans l'Arctique canadien. Le NORAD profite grandement au Canada, dirigé conjointement par le président des États-Unis et le premier ministre canadien. Ils peuvent donner des ordres, ce qui renforce la sécurité des deux nations. Comme le dit l'analyste en défense Andrea Charon, le simple fait que le NORAD existe constitue un moyen de dissuasion pour les adversaires. Il est révélateur que le NORAD soit l'une des rares alliances internationales que la nouvelle administration américaine n'a pas menacée. Même une seule déclaration liant les achats de F-35 du Canada au NORAD a provoqué des remous. Quand l'ambassadeur américain Peter Hegstra l'a suggéré, le département d'État a aussitôt rectifié, affirmant que le NORAD n'a jamais été remis en cause. Le message est clair. Peu importe les conflits commerciaux ou les tensions politiques, certains partenariats restent intouchables. C'est dire à quel point le NORAD semble important pour les États-Unis, et pourquoi ils pourraient ne pas vouloir trop faire pression sur le Canada. Mais pourquoi l'Arctique est-il si convoité par tout le monde ? Les minéraux, les routes maritimes, l'accès militaire, tout se croise ici. En mai 2024, le Pentagone a investi 8,74 millions de dollars canadiens dans le projet NECO Cobalt Gold Bismuth Copper dans les territoires du nord-ouest du Canada. Ces minéraux rares sont l'épine dorsale des équipements militaires de nouvelle génération. Le Pentagone a anticipé une crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement et a commencé à acheter massivement les matières premières elles-mêmes pour y survivre. Le Canada, souhaitant garantir son statut de partenaire de défense indispensable pour les États-Unis, a investi 7,5 millions de dollars. Ce n'était pas un investissement minier classique. C'était un renflouement pour raison de sécurité nationale. Mais il ne s'agit pas seulement de ressources. Il s'agit aussi de géographie. La Russie et la Chine tournent toutes deux leur attention vers le nord. La glace arctique fond rapidement. Dans certaines régions du Canada, la fonte est jusqu'à 4 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Le recul de la glace ouvre de nouvelles voies maritimes et rend accessibles des ressources inexploitées. Et soudain, le sommet du monde ne semble plus si isolé. Il paraît stratégique. La Russie n'est pas restée les bras croisés. Elle a étendu ses bases militaires et ses projets d'exploitation des ressources en Arctique. Elle contrôle déjà environ la moitié des territoires terrestres et maritimes au nord du cercle arctique et domine une grande partie de l'activité économique de la région. La Chine observe de près. Elle cartographie l'Arctique canadien et a déclaré ouvertement son ambition d'envoyer un jour des cargos à travers le passage du Nord-Ouest. Et cela pourrait ne plus relever de la science-fiction très longtemps. Les experts prédisent que les principales routes arctiques pourraient être libres de glace pendant les mois d'été, dès les années 2030. L'administration américaine actuelle a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour la sécurisation du Groenland, affirmant que c'est nécessaire pour ses intérêts en matière de sécurité. Si le Canada décide de rompre leur alliance, les États-Unis perdent l'accès à une grande partie de l'Arctique. Mais si les États-Unis se retirent de la défense du Canada, ils ne pourront plus aider à protéger les territoires arctiques, qu'ils jugent cruciaux pour leurs intérêts futurs. Le Premier ministre canadien Mark Carney sait à quel point le Grand Nord est crucial pour le Canada et pour le monde. Il a lancé un plan sans précédent pour construire des mines, des ports, des autoroutes et des infrastructures militaires à travers les territoires du Nord-Ouest. Et quand je dis que c'est peu peuplé, je le pense vraiment. Les territoires du Nord-Ouest sont à peu près de la taille de la Californie et du Texas réunis. Pourtant seulement 42 000 personnes y vivent.
Sécuriser une région aussi vaste n'est pas une mince affaire. C'est là qu'intervient le plan de Carney. Une chaîne de mines, de ports, d'autoroutes et d'installations militaires s'étendant sur tout le nord canadien. Cela relierait les communautés isolées, stimulerait le développement économique et renforcerait la présence militaire dans la région. Le plan s'étend également au Nunavut et au Yukon. En novembre 2025, le gouvernement canadien a dévoilé un budget comprenant 1 milliard de dollars canadiens consacrés, au cours des 4 prochaines années, à d'importants projets de transport uniquement dans le Nord. Pour la première fois, les responsables politiques du Nord remarquent l'attention du gouvernement fédéral. La volonté politique semble enfin présente, et cela est en grande partie dû à la pression exercée par le Sud. Les menaces américaines et les tensions commerciales ont incité le Canada à accélérer la réduction de sa dépendance envers son voisin. Il ne s'agit pas du Canada contre les États-Unis, mais de la façon dont les pays modernes confondent la commodité avec la dépendance. Une rupture des liens entre le Canada et les États-Unis, ou plus réalistement un refroidissement de leur amitié, entraînerait d'importants problèmes financiers et géopolitiques pour les deux, mais ils resteraient surmontables. Imaginez les États-Unis achetant du pétrole d'urgence aux champs épuisés du Venezuela, juste pour éviter les coupures d'électricité, tandis que l'approvisionnement canadien est redirigé vers Pékin au lieu du Kansas. Le Canada a besoin du marché américain, les États-Unis ont besoin du pétrole canadien, et les deux ont besoin que l'Arctique ne tombe pas entre de mauvaises mains. Ce n'est pas vraiment une relation commerciale, c'est une dépendance mutuelle qu'aucun des deux côtés ne peut se permettre d'admettre ouvertement. Si rester amis commence à coûter trop cher, le prix de suivre sa propre voie pourrait soudainement sembler en valoir la peine. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.